Bonjour et bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On va parler d'une date qui résonne fort pour beaucoup, le 3 juillet 1978. Hein, le 3 juillet 78, l'arrivée de Goldorak sur Antenne 2, dans Récréa 2. Exactement, et l'impact a été immédiat, un vrai phénomène culturel ici en France. C'est clair. Faut dire que c'était l'adaptation d'une série japonaise, UFO Robo Grindeza, une série de 1975 de Toei Animation et du grand Go Nagai. Et c'est cette adaptation, orchestrée notamment par Jacques Canestrier, qui a vraiment tout changé pour l'animation japonaise chez nous. Absolument. Ça a ouvert une brèche, on peut dire. Bon, alors aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu tout ça. L'histoire, les personnages, ce qui fait que cette série est devenue culte. On commence par l'intrigue. Oui, allons-y. Et ça commence plutôt mal. Hein. Ah bon? Ben oui, avec la destruction du fort, une planète super avancée, pacifique, rayée de la carte, ou presque, par l'Empire de Vega. Et le prince de Fort survit? Oui, c'est l'un des rares. Il arrive à s'enfuir, et pas n'importe comment, en volant Goldorak. La fameuse machine de guerre que Vega convoitait. Exactement. Et son voyage l'amène sur Terre. Où il trouve refuge donc. C'est ça. Il est recueilli par le professeur Procyon, un scientifique humaniste qui dirige un centre de recherche. Il prend une nouvelle identité, Actarus. Et il essaie de vivre caché en travaillant dans un ranch, c'est ça? Le ranch du boulot blanc. Voilà. Et il cache Goldorak sous le centre de Procyon. Il veut oublier la guerre. Mais ça ne dure pas, j'imagine. Ben non. Vega finit par repérer la Terre. Ils installent une base sur la face cachée de la Lune, Et là, Actarus est coincé. complètement. Il déteste la violence, il veut plus piloter Goldorak, mais il doit défendre sa nouvelle maison. C'est un choix terrible pour lui. Il n'est pas seul au début, si. Il y a Alcor. Oui, Alcor arrive assez vite, un jeune pilote un peu fougueux, au début avec son petit ovétère, une sorte de soucoupe volante. Et l'équipe va s'étoffer ensuite? Tout à fait. Alcor aura l'Alcorac, un engin bien plus performant. Puis Vénusia, la fille de Rigel, le proprio du ranch. Hmm, qui tomba amoureuse d'Actarus, d'ailleurs. Oui, elle pilotera le Vénusiac qui peut aller sous l'eau. Et enfin, Phénicia, Sa sœur, qu'il croyait morte sur Ufor. elle-même. Elle arrive plus tard et prend les commandes du Fossoirac pour le combat souterrain. Et ensemble, ils forment la patrouille des aigles. Et c'est parti pour la grande bataille contre Vega. Exactement. Ils repoussent les attaques. Les Golgoths d'abord, puis les monstres Goths, des robots ennemis de plus en plus puissants. Venus de la Lune, puis d'une base sur Terre. Jusqu'à la confrontation finale. Oui, contre le grand stratégère lui-même. Et ils finissent par gagner. L'Empire de Vega est vaincu. Mais la fin n'est pas si joyeuse, si je me souviens bien. Non, c'est une fin assez douce amère. Actarus et Phénicia décident de repartir. Pour reconstruire Ufor. Voilà. Ils quittent la Terre, leurs amis. C'est assez mélancolique. Et ça a beaucoup marqué. Parlons un peu des personnages, justement. Actarus, c'est pas le héros classique, hein. Ah non, pas du tout. C'est un prince déchu. Il est très tourmenté, mélancolique à cause de son passé, de sa blessure aussi, une blessure radioactive. Mais il est hyper déterminé quand il faut protéger ceux qu'il aime. Et puis il a des capacités physiques un peu au-dessus de la normale sur Terre. Et Alcor, lui, c'est l'évolution. L'impétueux qui devient plus sage. C'est ça. Le professeur Procyon, c'est la figure du sage, du père de substitution. Vénusia, elle amène le côté humain, l'émotion, avant de devenir pilote elle aussi. Sans oublier Finésia, pleine d'énergie, et Rigel. Le côté comique, Ah, Rigel, avec ses obsessions pour le Far West et les ovnis. un personnage très attachant. Et chez les méchants? Il y a le grand stratégère, mais on le voit peu au final. Oui, c'est plus une figure d'autorité lointaine. Ce qu'on voit le plus, c'est d'abord Hydargos, puis Oros, l'officier scientifique qui le remplace. Et surtout Minos. Minos et Minas, ce personnage double, c'est fascinant. Oui, cette dualité physique, avec un visage féminin, Minas, caché dans sa tête, ou dans sa main selon les versions, ça crée des tensions internes assez intéressantes au commandement de Vega. Et la star, c'est quand même Goldorak lui-même, hein. Ce robot immense. Ah oui. Le robot et sa soucoupe porteuse, avec ses armes iconiques, l'astérohache, le fulguropoint. Et il y a cette petite subtilité sur son origine, non? Entre la version française et la version originale? Tout à fait. En France, la VF nous dit que Goldorak est une machine de Vega, volée par Actarus. Ça ajoute un dilemme moral. Il utilise l'arme de l'ennemi. Alors que dans la VO japonaise, C'est une création de fort, une arme conçue pour se défendre, à la base. ça change un peu la perspective sur Actarus et sa mission. Intéressant. Et face à Goldorak et la patrouille des aigles, il y a toute une armada. Oui, les navettes, les Golgoths, les monstres goths. Des designs souvent très réussis d'ailleurs.
Et pour la bataille finale, les héros ont même le Cosmorac, un assemblage de tous leurs vaisseaux. Un mot sur la diffusion. En France, c'était un peu le chaos, non? Les épisodes pas dans l'ordre. Oui, c'était assez anarchique, mais ça n'a pas empêché le succès, au contraire presque. Et l'héritage est toujours là. C'est vrai, il y a eu la BD Hommage en 2021 qui a très bien marché. Le nouveau dessin animé, Grandiseur U, lancé en 2024. Et la série originale est toujours dispo, sur Mangas, France 4, Oku, Paramount+. Elle continue de vivre. Donc pour résumer, Goldorak, c'est bien plus qu'un dessin animé de robot. Ah oui, largement. C'est une œuvre pionnière du genre mecha en France. Elle a marqué par son ton plus adulte, plus sombre que ce qu'on voyait d'habitude, par la psychologie des personnages, par cette histoire qui mêle action, drame personnel et une certaine mélancolie. C'est sans doute ce mélange qui explique pourquoi ça fascine encore autant. Cette alliance de technologie, de tragédie, de lutte pour un foyer. Absolument. Alors, la question qu'on peut se poser pour finir, qu'est-ce qui fait que cette histoire d'exil, de défense d'une nouvelle patrie résonne encore si fort, plus de 40 ans après? Bonne question. Peut-être ce mélange d'héroïsme et de tristesse. Cette quête universelle de paix et de racines, même au milieu des étoiles et des combats de robots géants. C'est sans doute ça, la clé d'une œuvre qui traverse le temps.